Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme? L'IB, c'est complotiste. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. On est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide. Les gens n'y croyaient pas. Bill Gates, il veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake complet. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Alors comme à chaque numéro, vous le savez, avec Tristan Mendès-France et Rudy Reichstadt, nous plongeons dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Et pour nous accompagner cette semaine, nous recevons Sébastien Dieguez. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors tu es docteur en neurosciences, tu as une chronique sur la RTS Radio Suisse qui s'appelle Médialogue et tu as publié plusieurs ouvrages. Total Bullshit en 2018, Le complotisme avec Sylvain Delouvet que l'on avait reçu ici dans l'émission et ton dernier ouvrage Croivé, Pourquoi la croyance n'est pas ce que l'on croit, qui est paru aux éditions Elliott. Donc on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, mais n'hésite pas évidemment à réagir sur tous les sujets qu'on va aborder. Je pense que tu auras beaucoup de choses à nous apporter sur les différents sujets qu'on va aborder cette semaine. Premier sujet, alors ils ont été déboutés. Déboutés, c'est Sylvain Trotta, Azalbert, Christian Perron, ainsi que le collectif Bon Sens qui avait porté plainte contre Bill Gates, qui les aurait dénigrés de façon manifeste par ses propos contre les antivax. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que Bon Sens, Trotta, Azalbert et Perron aient été déboutés? Oui, parce que chacun a porté plainte en fait contre Bill Gates. Alors, ce qui est fascinant quand même dans cette histoire, c'est que Bill Gates n'a jamais parlé d'eux. Ils l'ont attaqué pour diffamation. Or, Bill Gates, en fait, les propos poursuivis, ils ont été tenus le 6 mai dernier au journal télévisé de France 2. Tout à fait. Et Thomas Soto interview Bill Gates, il lui demande qu'est-ce que ça lui inspire, ces théories du complot qu'il suscite, que son personnage suscite. Parce qu'il a vu Bill Gates comme une sorte de psychopathe qui voudrait dépeupler la planète à coups de vaccins toxiques, évidemment, empoisonnés, etc. Et donc, Bill Gates avait répondu, c'est très étrange, je m'y attendais pas, j'ai dépensé des milliards sur les vaccins pour sauver des millions de vies, maintenant ils ont complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards en tuant des gens. Enfin voilà, il se défend et il dit c'est quand même dangereux parce que ça décourage des gens qui pourraient prendre le vaccin et c'est notre meilleur outil pour empêcher des morts. Bon. Et là, on a Bon Sens. Alors sans doute pour faire un coup de pub, Bon Sens, c'est une association qui avait été créée avec ses membres fondateurs par Xavier Azalbert, donc le patron de François. Christian Perron, Martine Vonner faisait partie des fondateurs, Valérie Bugeaud aussi, qui est dans la sphère soralienne, en faisait partie, et d'autres. Sans doute pour se faire un coup de pub, pour dire, voilà, c'est David contre Goliath, on va attaquer Bill Gates. On va faire tomber Bill Gates. On va faire tomber Bill Gates. Et là, la Cour a instruit et a rendu sa décision, non seulement les déboute, mais en les condamnant à payer les dépens, ce qui est rarissime dans les affaires de diffamation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Cour considère que c'est une démarche abusive. Parce que si Bill Gates avait au moins parlé d'eux, mais même pas. Donc sans surprise, ils ont été déboutés. On va revenir tout à l'heure sur la diffamation et le contentieux en matière de diffamation, parce que c'est quand même intéressant. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui relève plus du coup de pub que d'autres choses. Oui, effectivement. Alors c'est soit effectivement un coup de pub, soit c'est quelque chose effectivement dont ils étaient convaincus que peut-être ils avaient une chance de gagner. C'est pas impossible ça, j'y crois pas. Pu croire ça. Alors moi j'ai toujours cette théorie qui est que les complotistes ont une mauvaise estimation du réel. Ils s'informent mal et donc ils prennent des décisions qui sont à la hauteur de la mésestimation qu'ils ont du réel, qui les environne et qui les emmène à prendre des décisions, à avoir des démarches qui sont parfois contre-productives. Alors, bon, je suis partagé entre les deux. Je crois qu'effectivement, je pense qu'il y avait le coup de pub, parce que franchement, attaquer Bill Gates, c'est non, mais surtout, un truc c'est pas tant attaquer Bill Gates. On peut attaquer Bill Gates si on est diffamé par Bill Gates. Mais là, ils n'ont pas été diffamés. Donc, ils se sont sentis visés d'une certaine manière, puisqu'il a parlé des complotistes. Mais là où je pense que c'est peut-être pas... là où est-ce que c'est conscientisé? Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient faire quelque chose qu'ils allaient perdre? Peut-être. Mais bon, c'est un coût financier. Donc, bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, bref, c'est un investissement. Et bon, donc si c'est un coût financier, je sais pas s'ils avaient intégré ça dans leur plan. Ouais, mais une campagne de pub, c'est un coût financier aussi. Et là, si ça avait pris, de certaine manière, si la mayonnaise publicitaire avait pris, ça aurait été converti en retombées en termes d'audience, etc. Comment tu analyses les choses, toi, Sébastien? Pourquoi, finalement,
même Bill Gates est devenu une forme de figure de détestation. Et pourquoi on a besoin, le cerveau humain a besoin de se créer des figures de détestation parfois? Bon, là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si Bill Gates a seulement eu le vent de toute cette affaire. Je pense que ça me pas remonter jusqu'à lui, quoi. Donc, il n'est même pas au courant de tout ça. Ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a une forme de judiciarisme performatif, un peu du complotisme, où on va saisir l'armée, on va faire tomber les têtes, on va pendre les méchants. On va Nuremberg 2.0, c'est ça. Nuremberg 2.0, tout à fait. Avec ce paradoxe assez étrange où on va faire recours à la justice, alors qu'en fait, si on est complotiste, on devrait quand même se méfier un peu de la justice, qui est probablement aussi entre les mains de Bill Gates et de l'État profond. Ouais. Moi, si j'étais conspirateur, c'est le premier truc que je ferais, c'est de me mettre la justice dans la poche. Donc faire recours à la justice pourquoi, c'est pas très clair, mais disons pour faire tomber Bill Gates, effectivement, ça paraît quand même un peu trop naïf pour pas être une forme de coup de pub délibéré. Est-ce que ça en vaut le coup? Bon, ça, j'en sais rien, ça les regarde, quoi. Est-ce que ça valait le coup de faire tout ça simplement pour cette posture, se positionner comme ceux qui ont dit non à Bill Gates, quoi. Et ça suffit probablement pour fédérer dans un petit milieu comme le leur, et éventuellement voilà quoi, l'agrandir. C'est très compétitif aussi, ces milieux complotistes. Donc il faut se démarquer des autres d'une manière ou d'une autre. Donc eux, c'est ceux qui ont attaqué Bill Gates. Et puis en plus, comme tu disais à l'instant, évidemment dans ce plan com, soit ils gagnaient, ce qui est absolument improbable, et là ça aurait été la fiesta totale, soit effectivement ils perdent, et ils peuvent remettre encore une pièce dans la machine, comme tu disais. C'est ça. Regardez, tout le système est complètement vérolé et verrouillé de l'intérieur, et évidemment on a perdu. Mais pourquoi, d'après vous, on a perdu? C'est pas parce qu'on avait tort, mais parce qu'il y a des mains mystérieuses, invisibles, qui travaillent en ce moment, etc. Ils sont trop forts. Donc, je veux dire, effectivement, dans toute cette séquence, on peut en tirer un bénéfice à toutes les séquences, au lancement, à la fin, et même si on perd, on peut peut-être continuer, effectivement, à buzzer un peu dessus, auprès d'un auditoire qui, encore une fois, qui est captif, limité. Effectivement, il s'adresse plutôt à eux, entre eux, parce que, à part nous, qui suivons un peu ces phénomènes, il y a peu de gens qui sont au courant que Bill Gates a été traité en justice par cette sombre petite association. Probablement Bill Gates non plus. Et Bill Gates non plus, qui a dû envoyer un service juridique, juridique, un avocat au loin s'en occuper. Alors, deuxième sujet cette semaine, c'est ce que tu as appelé, Rudy, dans un papier, le hooliganisme informationnel. Cette façon dont vous avez été pris à partie, Tristan et toi, et ainsi que de nombreux débunkers par Xavier Azalberg, toujours, ainsi que d'autres, avec cette idée de dénonciation, cette idée de réseau, que tu serais le chef d'une mafia, ainsi de suite. C'est le fameux scandale Fact and Furious, ou le pseudo-scandale Fact and Furious. Quand même, hein. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire un peu comment tu vois ces méthodes d'agression dont tu es victime? D'abord, on n'a pas parlé d'hooliganisme. En fait, on en a parlé au téléphone hier soir. Oui, on en a parlé ensemble. Hooliganisme informationnel. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens dont on a l'impression qu'ils ne se soucient absolument pas des faits ou de la vérité des faits, mais plutôt de savoir dans quelle équipe ils jouent, quoi. Et donc, ça donne des phénomènes comme ça d'emballement sur les réseaux sociaux. Alors, il faut garder la tête froide et regarder ça avec beaucoup de distance, faut pas... Mais des phénomènes où on est accusé, mis sur le banc des accusés par des gens qui se placent en position de procureur et qui sont sans doute les personnes qui ont le moins de titres à être mis en position de juge ou d'arbitre ou de procureur. Parce qu'en l'occurrence, sur la question de la vérité des faits, du fact-checking ou du journalisme, c'est sans doute les derniers auxquels on aurait recours pour trancher des choses de ce genre-là, parce que ce sont des gens qui relayent des mensonges, partagent des fausses informations, des théories du complot, de manière massive. Voilà, pour être très descriptif. Et pose des noms aussi. Sur, les deux acteurs principaux de cette campagne de dénigrement, qui visent des journalistes, des fact-checkers. Nous, on n'est pas spécialement fact-checkers, on est plutôt... on fait du debunking, de l'analyse critique, de la théorie du complotisme, etc. Les deux aux manettes, ça a été clairement Xavier Azalberg, du site France Soir, et Idriss Aberkan, conférencier bien connu... hyper docteur, qui a plus de doctorats. Il a plus de doctorats que Sébastien Dieguet. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que
Aberkan est arrivé en fait dans la mouvance complotiste depuis 2 ans à peu près. Ouais. Avec l'épidémie de Covid, globalement. Comment ? C'est au moment de l'épidémie de Covid qu'il est tombé oui, un peu. C'est l'année 2020. Ouais, l'année 2020 et puis depuis, ça n'a fait que ça s'est accéléré. Avant, il n'était pas spécialement sur nos radars, quoi. Ouais. Mais avant, il commençait déjà à être sérieusement discrédité pour effectivement ces histoires de CV gonflés, etc. Je crois que tu t'en étais d'ailleurs, tu t'étais intéressé à ce cas-là, je crois. Oui, essentiellement à l'époque où il prétendait encore être un petit génie des neurosciences. Donc c'est ce qu'on trouve dans le 4e de couverture de son premier livre, Libérez votre cerveau. C'est marqué que c'est un petit génie des neurosciences. Ouais. Bon, moi, c'est mon domaine, donc quand j'ai vu ça m'a intéressé parce qu'effectivement, il y a régulièrement des petits génies qui émergent comme ça. Et on va vérifier, effectivement, on tombe avec stupeur et horreur sur un jeune gars incroyablement brillant qui a publié des tas de trucs et qu'il va falloir suivre et lire. Là, c'était pas le cas. C'était quelqu'un qui n'avait strictement rien produit. Et je me disais, c'est quand même étrange. Donc, j'ai lu le livre et j'y ai trouvé des choses instructives par rapport à la façon dont fonctionnent les impostures, dont fonctionne le bullshit. Des choses sur la manière dont fonctionne le cerveau ou pas c'était quand même le cerveau ne fonctionne pas correctement, quoi, on va dire, quoi. Donc moi j'ai écrit un petit texte, un assez long texte en fait, qui s'appelle Libérez votre bullshit et bullshiter votre cerveau. Ouais. Où j'essaie d'expliquer finalement l'étrangeté de ce succès assez étonnant, quoi. Et qui est dû à quoi selon toi, alors, pour faire un peu une incise avant de revenir sur... Oh ça tient beaucoup du mystère, hein. Souvent qu'est-ce qui marche pas, donc ça, bon, il y a de la chance là-dedans, c'est comme pour les films, les chansons, etc. Donc voilà, au bout d'un moment ça a pris. Moi j'ai proposé un mécanisme que j'appelle l'effet gourou inverse. Si vous voulez, alors, l'effet gourou tout court consiste à donner une prime à l'obscurité. D'accord. C'est quelqu'un qui s'exprime de façon compliquée, on n'arrive pas à saisir exactement la signification de ses propos, peut être pris pour quelqu'un de très profond, très intelligent. Et donc l'effet gourou consiste à solliciter ce surcroît d'adhésion, d'attention. Typiquement, l'effet gourou concernait des grands intellectuels parisiens des années 70, comme Jacques Derrida, Jacques Lacan et d'autres, qui sont très connus pour leur difficulté d'écriture, quoi. Donc ça, c'est l'effet gourou. L'effet gourou inverse, c'est le contraire, quoi. C'est une prime à la banalité. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va dire des banalités, genre libérez votre cerveau, c'est votre principal allié, prenez soin de votre cerveau. C'est des trucs qui sont un peu dans le registre du temps. C'est du développement personnel. Dans le registre du coaching. Ouais, tout à fait, quoi. Donc des choses assez banales qui peuvent être vraies, hein, d'ailleurs, qui mangent pas de pain comme ça. Ouais. Et donc, pour que ça soit pris au sérieux, il faut que qu'il y ait une prime à la banalité, dans le sens où si cette personne s'adresse à nous en disant pareille banalité, c'est qu'en fait, il doit y avoir quelque chose de plus profond là derrière. Ça, c'est l'effet gourou inverse. On dit des banalités, mais comme on a 3 doctorats, comme on a un petit génie des neurosciences, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est pas de dire des banalités, c'est de vulgariser des choses extraordinairement complexes pour le bénéfice du bon peuple, en quelque sorte. On se met à la hauteur du petit peuple pour lui transmettre les dernières connaissances sur le cerveau. Ça, c'est l'effet gourou inverse, et je pense que ça marche comme ça. Évidemment, ça s'écroule si cette histoire de triple doctorat et de petit génie finalement était bidon dès le début, puisqu'à ce moment-là vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit des banalités, et ça n'a pas d'intérêt généralement. Donc il faut que ce soit un génie qui vous dise des banalités pour que ça fonctionne. Donc voilà, ça c'était le Aberkan original, on va dire. Évidemment, à mesure qu'il s'est grillé dans à peu près tous les milieux scientifiques, et à la faveur de la pandémie de Covid, il s'est rabattu comme beaucoup sur les niches complotistes. Et notamment la mouvance souverainiste. Crypto, tout le bazar aussi. D'ailleurs, on sent bien qu'il en est réduit un peu à ça. Et
Et c'est devenu aussi... son business se réduit à ça. C'est-à-dire qu'en fait, les trucs qu'il a à vendre, son business plan repose sur cette audience captive qu'il a travaillé ces dernières années dans l'espace complotiste. Il n'y a quasiment plus que ça. Et on sent bien que d'ailleurs, quand il s'adresse à cette... à son audience captive complotiste, il se fout du regard que d'autres peuvent avoir sur lui. Il peut, on en discutait ensemble, il peut relayer parfois ce que nous on ne fait pas, le tweet de ses détracteurs, en y rajoutant une prose critique dessus, et ce qui va mécaniquement évidemment envoyer de l'audience vers les personnes qui sont détracteurs, alors que nous-mêmes, quand on cite Aberkan, on va faire une capture d'écran pour pas rajouter au bousin et lui rajouter un peu d'audience. Lui, apparemment, ça lui pose pas de problème de pointer vers des tweets qui lui sont critiques et qui peuvent être même factuellement établis. Il faut. Et donc lui n'a même pas peur que les gens fassent l'effort de cliquer sur la critique, de voir que la critique est fondée. Donc on est bien sur ce match, comme tu disais, d'opposition d'audience, un peu hooliganesque, où c'est vraiment dans quelle équipe tu es, point barre. Alors voilà, moi ma question c'est, est-ce qu'on a affaire dans son audience à des gens qui le croient aveuglément comme les gens d'une secte, quoi, ou est-ce qu'on a affaire à des gens qui, de toute façon, ils sont dans cette équipe, ils se foutent complètement de savoir si ce qu'il dit est conforme à la réalité ou pas, et donc, de toute façon, ils continuent à le suivre, à le partager, etc. Ça résonne beaucoup avec la thématique du livre de Sébastien. Oui, complètement. Oui, c'est ce que j'appelle croiver, en fait. C'est des simili-croyances, des pseudo-croyances qui n'en sont pas. En réalité, pour croire quelque chose, il faut avoir quelque chose à croire. Est-ce que le train il part à 5h15, oui ou non, quoi. Donc on a quelque chose, soit c'est vrai, soit c'est faux, et c'est important de le savoir si par exemple vous avez besoin de prendre le train qui partirait à 5h15 selon votre destination, etc. Qu'est-ce qu'il y a à croire dans le discours complotiste contemporain, qui est différent du complotisme à papa, du 11 septembre, où là on avait à proprement parler des choses qui ressemblaient à des théories du complot. On pouvait au moins se raccrocher à quelque chose qui ressemblait à un argument. Ouais. Là peut-être, soit c'était vrai, soit c'était faux, il y avait éventuellement quelque chose à examiner. Ou même, est-ce que la Terre est plate, est-ce que la Lune est creuse, finalement, soit c'est vrai, soit c'est faux. Tandis que le discours général du complotisme contemporain, à travers cette espèce de conglomérat qui mêle antivaccinisme, rejet de la science, climato-scepticisme, négationnisme historique, QAnon, Retropisme pro-Kremlin aussi. Ce que Tristan a appelé dans cette émission le complotisme de flux. Ouais, voilà, moi j'appelle ça le complotisme contemporain, parce que c'est devenu un peu ça, il n'y a plus à proprement parler de théorie du complot, et donc il n'y a plus grand chose à croire à proprement parler, à part qu'on nous ment, qu'on nous veut du mal, qu'on nous prend pour des cons, enfin, mais ça forme des slogans, pas des croyances. Oui, mais Sébastien, quand on croit qu'on nous ment, on croit que les autres nous mentent, mais pas Aberkan. Même quand Aberkan ment ou relaye des mensonges. Okay, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que les gens qui disent on nous ment et qui sont convaincus que le mensonge est universel devraient à la rigueur se détourner de toutes les sources. Oui. Or là, ils ne se détournent pas de cette source-là. Ils considèrent qu'au contraire, c'est un champion de la vérité. Ouais. C'est ça qui est déstabilisant. C'est pour ça que le complotisme ne consiste pas à avoir des complots partout, comme on le dit. Non, ça consiste à avoir des complots à des endroits très localisés, très précis, très spécifiques. Et par ailleurs, ce qui suggère d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une posture, à mon avis, une posture déficiente de l'esprit, quoi, où on serait crédule et naïf, on se ferait victime de ses biais cognitifs, par exemple. Il y a une place pour ça, sans doute. C'est sûr que des fois, mais nous tous, on peut se faire avoir par une fausse nouvelle, on peut partager quelque chose un peu de façon intempestive, puis finalement, on n'aurait pas dû. Ça peut arriver, quoi. Oui, mais le moment où tu t'en rends compte, tu t'amendes. C'est-à-dire, le moment où tu t'en rends compte, tu changes d'avis. Mais tu restes pas accroché à tes croyances, quoi. Et c'est pas une posture d'esprit qui devrait nécessairement conduire à un alignement avec des populistes, à un alignement anti-vaccin.
proprement parler, un phénomène de crédulité générale devrait plutôt conduire à une adhésion au vaccin. Oui. C'est pas exactement ce qui se passe. Donc, ce qui, moi, me fait penser qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui relève de la croyance à proprement parler là-dedans. C'est plutôt effectivement un alignement partisan dans ce que j'appelle plutôt une pratique. On tombe pas dans les théories du complot, on fait la théorie du complot, on est complotiste. On fait du complotisme. Pratique. On fait du complotisme qui est une pratique active et qui demande même un certain entraînement. C'est une manière d'être où il faut, on tombe sur une nouveauté dans l'actualité et être complotiste, c'est apprendre à savoir où faut la ranger, comment l'interpréter, qu'est-ce qu'elle veut dire. Pour ça, on va se référer à un marché complotiste, un marché de rationalisation qui nous offre souvent clé en main en fait la ligne à suivre. Pas parce qu'on tombe dans le panneau, parce que c'est nos référents culturels, idéologiques, intellectuels, vers lesquels on va se tourner. Si nos référents partagent avec nous la croyance A, eh bien, la croyance B pourra être aussi intéressante pour nous. Donc, on a un phénomène que j'essaye de décrire qui est... Qui peut conduire à l'illusion que ce sont des croyances, c'est-à-dire que ces gens peuvent croient à ces choses-là. C'est ça que j'appelle la croyance. Mais c'est, comment dire, c'est un développement un peu technique qui est pas très important pour notre propos. Ce que je veux simplement dire, c'est que on peut souvent se méprendre soi-même sur nos croyances, alors que ce ne sont pas des croyances, et sur les croyances d'autrui, en attribuant abusivement des croyances, là où en fait il y a quelque chose d'autre. Et ça change la donne par rapport à la façon dont il faut traiter ce genre de choses. C'est différent de savoir si on a affaire à un partisan ou à quelqu'un qui croit vraiment. Oui. C'est vrai que c'est assez déroutant parce qu'on ne sait pas, on sent bien qu'il y a un mélange, en tout cas pour les tonneaux d'insultes qu'on reçoit depuis quelques jours suite à cette affaire Fact and Furious. On voit bien qu'il y a dans pas mal de messages qu'on reçoit, les gens veulent régler leur compte. Donc c'est pas tant le factuel que l'opportunité de s'attaquer à des adversaires, tout simplement. Quelle que soit la réalité de ce qu'il y a derrière. On va peut-être parler factuellement de c'est quoi l'affaire, de quoi on parle. En gros, on a un site de fact-checking qui est apparu en 2020-2021, qui s'appelle Fact and Furious, qui est administré par un monsieur qui s'appelle Antoine Daoust, et en fait il est accusé par son ex-conjointe, dont il est séparé, qui s'appelle Malika Daoust, de violence. Bon, ça c'est une accusation grave qui est portée contre lui. Lui s'en défend. Il s'en défend. C'est devant la justice. Et a priori, c'est devant la justice. Nous, on ne se prononce évidemment pas sur cette affaire-là. C'est une affaire privée entre deux individus. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la justice soit rendue le plus rapidement possible sur ces accusations qui sont très graves, celle de violence aggravée, évidemment, plus d'autres accusations qu'elle porte contre Antoine Daoust. Mais ça c'est pas notre sujet aujourd'hui, parce que nous, on parle de complotisme, et ce qui nous importe, nous, évidemment, c'est tout la mécanique complotiste qui s'est mis en branle autour du média d'Antoine Daoust, qui s'appelle Fact and Furious. Là, je te laisse continuer si tu veux. Non, et en fait, on a à la fois Azalbert et Aberkan qui ont, en fait, de toute évidence, pris prétexte de ces accusations pour monter en épingle, alors là, pour le coup, une théorie du complot, un fantasme selon lequel, en fait, ce serait la partie immergée de l'iceberg. Il y aurait derrière ça une mafia, on parle même de mafia, dans lesquelles, alors là, je jouerais, moi, un rôle central, je serais le suspect numéro 1. Et donc, on a, depuis mardi dernier, Xavier Azalbert qui a commencé des longs threads en taguant les gens, mettant le nom de Tristan, le mien et d'autres, l'animateur La Tronchambier, Thomas Durand, oui c'est ça, des bunkers des étoiles, enfin voilà, des gens qui font du fact-checking. Julien Pain, je crois aussi. Julien Pain de France Info, Karine Lacombe, enfin voilà. Et l'idée est que, en fait, on comploterait contre ces gens-là, avec l'idée qu'ils sont suffisamment importants pour qu'on veuille comploter contre eux. Alors on travaille sur le complotisme, donc on travaille forcément aussi sur eux, mais
l'idée qu'il y aurait une sorte de vaste toile d'araignée, etc. Pour, alors, tout ça pour ensuite alimenter Wikipédia, pour les discréditer dans Wikipédia. Oui, en fait, c'est d'ailleurs juste pour disons, la structure que développe Idriss Aberkan sur toute cette affaire. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y aurait une coordination entre Fact and Furious, qui a fait d'ailleurs du très bon travail ces derniers mois, ces dernières années. D'ailleurs, Fact and Furious, je précise aussi qu'il y a aussi d'autres personnes qui travaillent dedans, des journalistes qui ont fait du travail absolument sérieux et carré, qui n'ont pas été démontés. Et donc l'idée de Idriss Aberkan, c'est de dire qu'il y a une sorte de coordination dans l'ombre, pilotée par toi ou d'autres, d'ailleurs c'est pas tout à fait clair qui c'est qui est derrière, pour les discréditer, avec en chemin l'idée que tous ces différents médias, les décodeurs, Libé-Tchèque, Conspiracy Watch, produiraient des articles qui viendraient sourcer des notices sur Wikipédia. Donc tout l'objectif de ce complot de l'ombre, c'est de produire du contenu pour nourrir des fiches, des notices ou des articles Wikipédia qui leur sont défavorables, et c'est là ce que vise vraisemblablement maintenant aujourd'hui le finish, si vous voulez, de ce complot, c'est les articles Wikipédia. Et je pense que c'est assez intéressant ça, parce que si Idriss Aberkan et Azalbert sont si focalisés d'abord à détruire tous leurs adversaires, en gros, donc tous les fact-checkers, c'est en gros ils cherchent à les mouler par association, à les discréditer par association, à les lier à cette affaire, mais surtout à s'attaquer à Wikipédia, c'est pour une raison bien simple. C'est que lorsqu'on tape leur nom, le nom du média, le nom d'Azalbert, le nom d'Idriss Aberkan, le premier résultat, c'est une notice Wikipédia. Et ça, pour le business, c'est pas bon. C'est pas Surtout bon. qu'en plus, Wikipédia, il n'y a pas de ligne éditoriale. Wikipédia, c'est collaboratif. Et oui. Donc c'est les gens qui contribuent. Et d'ailleurs, une petite critique de Wikipédia, ça n'est jamais une notice Wikipédia que le reflet, un instant T, en général, du produit d'une comment dire, de lutte d'édition entre des contributeurs d'horizons variés. Alors quand c'est sur des sujets comme la date de naissance de Louis XIV, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, c'est très fiable. Quand c'est sur des sujets très contemporains en lien avec l'actu, très politisés ou dans lesquels il y a deux camps qui s'affrontent, souvent on a des choses qui, franchement, ne se retrouveraient pas dans une encyclopédie classique, parce que c'est parfois très anecdotique, etc. Oui, parce que c'est une matière vivante, c'est un process c'est évolutif. Et de conciliation, éventuellement de communauté, mais pas seulement, mais aussi avec le regard des pairs. C'est que les autres personnes observent le débat et l'alimentent dans les pages de discussion, etc. Et alors, il faut ajouter qu'il y a des règles, quand même. Il y a des règles extrêmement précises, et qui, jusqu'à maintenant, ont prouvé que elle permettait à cette plateforme qu'est Wikipédia mondiale, plutôt de bien résister. Il y a une plutôt bonne résilience par rapport aux fake news, à la désinformation. C'est-à-dire que le grand test de vérité, ça a été quand même le Covid. Très rapidement, des pages sont apparues. Évidemment, il y avait des guerres d'édition, mais la communauté Wikipédia, globalement, a bien digéré ce passage-là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est parole d'évangile, Wikipédia. Bien sûr. Mais globalement, ça fonctionne relativement bien. Donc, je comprends qu'il soit très, très Et alors, ce qui est assez déroutant avec cette pseudo-affaire, je ne parle pas de l'affaire privée du couple Daoust. Non, mais je vais toujours le préciser. Là où cette affaire est absolument délirante, c'est donc l'exploitation folle qui est faite, à la fois, donc, effectivement, on vient de le dire, par Idriss Aberkan et Azalbert, qui vont essayer de feuilletonner ça au maximum et de tirer jusqu'à la lie cette affaire-là. Mais c'est de voir, finalement, la résonance qu'elle peut avoir de façon assez spectaculaire. Elle est de plus en plus, on le voit, récupéré par tous ceux qui veulent se faire ou qui ont eu maille à partir avec des médias fact-checkers, des médias sérieux. Et chacun tire la couverture à soi-même en essayant dès qu'ils ont une frustration par rapport à ces fact-checkers, d'essayer de faire mousser cette affaire. Et donc on a vu, je sais pas, des choses folles. On a vu Didier Raoult relayer cette idée folle qu'il y aurait une officine contre lui. Ça fait longtemps qu'il le dit. Ça fait longtemps qu'il le dit, mais là il a un os effectivement à relayer, et donc il met une pièce dans la machine. On a eu évidemment Sud Radio, François, j'en parle même pas. On a des Berkoff, on a aussi des chroniqueurs d'Hanouna qui ont une empreinte en ligne, une traction assez spectaculaire, avec une inquiétude de mon côté, c'est qu'évidemment Hanouna,
se disent tiens, une affaire que je pourrais. C'est potentiellement la prochaine étape. Hein. En gros, ce qu'il faut dire, c'est que ça a commencé sur Twitter par un thread ou des threads d'Azalbert. Ça a continué sur la chaîne YouTube d'Aberkan, le mardi. Puis ça a rebondi dans la matinale de Radio Courtoisie, la chaîne d'extrême droite bien connue. Ouais. Puis avec des accusations directement contre moi, hein, d'ailleurs. Ouais. Ça a continué quelques heures après dans l'émission de Berkoff sur Sud Radio. Ouais. Et là, ça continue sur François, etc. Bon. En fait, pourquoi tu décides pas de porter plainte pour diffamation ? Alors, c'est intéressant la question de la diffamation. D'abord, ça coûte cher de porter plainte. Non, mais c'est intéressant que tu nous en parles. Ensuite, je pense que porter plainte, c'est mettre une pièce dans la machine et c'est jouer leur jeu. C'est-à-dire ça leur permet, ça peut s'étaler sur 2-3 ans, des poursuites de ce genre. Donc eux, ça leur permet aussi de continuer à feuilletonner, d'avoir prise là-dessus. C'est pas quelque chose que je m'intéresse... Oui, petite parenthèse, Idriss Aberkan annonce qu'il va porter plainte. Ah bah, ok. Alors je sais pas contre qui, hein. C'est pas clair. Mais alors, c'est pas quelque chose qu'on s'interdit, hein, d'ailleurs. Oui. Mais voilà, ça mérite quand même réflexion avant de... La question était surtout au départ, est-ce que, au-delà même de porter plainte, on s'est posé la question, on en a parlé plusieurs fois au téléphone, de savoir s'il fallait qu'on parle simplement de cette affaire. À quel point c'est tellement artificiel que est-ce que c'est un sujet, voilà. Et ça, c'est une vraie, un vrai. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus, Rudy, parce que je pense que tu as des choses à dire. Mais effectivement, le fait d'être objectivement, on devrait ne pas parler de l'exploitation complotiste qui est faite de cette affaire de Fact and Furious. Mais on a été quelque part acculé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle pression. Alors par ailleurs, la pression, on n'est pas obligé de la subir. Hein. On peut aussi l'ignorer. On peut aussi, encore une fois, Twitter, c'est pas la vie réelle. Même si ce qui s'y passe peut avoir des répercussions dans la vie réelle. On a plusieurs fois parlé, la violence, etc. Quand on a des gens qui nous promettent la corde, littéralement, ça fait jamais plaisir. Donc c'est pénible. Et ils savent en face que c'est pénible. Mais ce qui est fascinant, c'est le harcèlement. Alors, macartiste, ou néo-macartiste, je ne sais pas comment appeler ça, c'est vraiment du macartiste 2.0, qui est de dire, voilà la liste des personnes impliquées, répondez-nous, si vous n'avez rien à cacher, répondez-nous. Mais attendez, vous êtes qui pour qu'on vous réponde ? On est dans un tribunal, on est sur Twitter. Leur répondre, directement en tout cas, c'est accepter qu'ils soient dans cette position d'arbitre. Donc il ne faut évidemment pas leur faire ce plaisir, je crois que ce serait une erreur que de leur répondre. En revanche, il y a une manière quand même de réagir à ça. Et je crois que la bonne manière, c'est le pas de côté. De dire, voilà, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est justement, parce qu'ils ont la conscience pas tranquille, de faire une sorte d'inversion accusatoire assez classique, avec projection sur nous de ce qu'ils font eux réellement. Juste quelques jours avant le début de cette affaire, il y a eu le complément d'enquête sur France 2 sur Raoult, dans lequel on apprend que Xavier Azalbert est l'administrateur d'un groupe privé sur Twitter, qui s'appelle CIA, qui... alors accusé en tout cas de coordonner des campagnes de diffamation et de harcèlement sur les réseaux sociaux pour défendre Raoult, etc. et contre les ennemis supposés ou les adversaires de l'hydroxychloroquine et de Raoult et de l'IHU. Bon. Donc on le voit dans le reportage Azalbert, donc tout d'un coup on a potentiellement des centaines de milliers ou peut-être des millions de Français, je ne sais pas qui a vu cette émission, qui se dit, ah oui, d'accord, le patron de François, en fait, il passe son temps aussi à coordonner des... Il est pas net. Donc là, on est dans l'inversion accusatoire, c'est-à-dire, en fait, ce sont les journalistes qui nous critiquent, qui sont douteux, etc. Moi, je pense que, en fait, c'est habile de leur part, mais il ne faut pas tomber dans comment dire, il ne faut pas se laisser intimider, justement. En fait, si on ne répond pas, ils peuvent dire, bah regardez, ils ont peur de répondre. Si on répond pour démentir, parce que franchement, c'est comme l'histoire du chat noir dans une pièce sombre. C'est très dur de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout quand il n'y a pas de chat. C'est vraiment ça, en fait. Donc, si on dément, bah, en fait, on leur répond. On accepte qu'ils s'auto-instituent, jugent de ce qu'on fait. Mais au nom de quoi ? Nous, on est un service de presse en ligne. D'accord ? Aberkan, c'est pas un service de presse en ligne. François, oui, ils ont une matriculation sur PPAP qu'ils ont hérité, qui a été maintenue, et c'est un scandale en soi. C'est un scandale en soi. Mais bon, voilà, ça, on peut en débattre. Donc, voilà, je pense que la bonne manière de répondre à ce pas de côté-là, c'est de ne pas ajouter à
Pardon, je suis très long, hein, n'hésite pas hein, si tu veux, mais c'est de ne pas ajouter à la frénésie, quoi, et puis de regarder les faits. Alors, juste 2-3 points quand même sur ce que dit notamment Aberkan. Il nous dit, pour lui c'est un élément déterminant, que d'ailleurs Malika Daous, donc qui l'interviewe, dit « mais j'ai écrit à l'Élysée, et l'Élysée m'a répondu, très rapidement d'ailleurs. » Bon. Et il montre le papier. Et il en fait un argument crucial de son argumentation. C'est, regardez, ça prouve bien que derrière il y a le pouvoir, enfin, il suggère que derrière, en fait, tout ça, il y a le pouvoir qui se sent fébrile, et qui donc répond très rapidement à Malika Daous sur les accusations qu'elle porte contre son mari. Bon. Sauf que le courrier en question, c'est un courrier type de réponse administratif. Si vous écrivez, moi je l'ai fait il y a des années quand j'étais ado, à Matignon ou à l'Élysée, vous recevez un courrier type. Merci monsieur, on va transmettre à qui de droit, à tel ministre, etc. Moi à l'époque on m'avait dit on va envoyer vos réflexions à Martine Aubry, j'avais 15 ans, hein, j'étais un peu... Mais voilà, c'est juste de la politesse à l'égard d'un citoyen qui saisit le ministre, ou le Premier ministre, ou le Président de la République. C'est ça, voilà. Donc il n'y a pas... Deuxième point quand même, parce qu'on parlait de diffamation. Il nous dit, oui, Fact and Furious avait un contrat avec l'AFP. En fait, l'AFP coordonnait un programme pendant les élections, je crois de 2022, là, avec un certain nombre de plateformes de fact-checking. Je crois plus d'une vingtaine. Et Fact and Furious, c'était l'une de ces plateformes. Et ça s'est terminé avec les élections. Donc c'était quelque chose de très, temporaire, limité dans le temps. Ça veut pas dire... Puis je crois qu'ils ont fait quelques papiers, mais de l'ordre qui se compte sur les doigts d'une main, quoi, relatif à ça. Bon. Voilà. Et alors nous dit Aberkan, oui, le directeur de l'AFP a été mis en examen pour diffamation. En disant, regardez, tout ce monde-là est pourri, c'est une mafia, etc. Ce qui est automatique dans une plainte et en diffamation. Sauf que ce qu'il faut dire, et ce qu'il ne se garde bien de dire, peut-être ne le sait-il pas, mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le cas de la diffamation, en France, et pas depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, lorsqu'il y a constitution de partie civile, avec dépôt de consignation, il faut payer, les poursuites en diffamation, elles sont, la mise en examen, pardon, est automatique. D'accord ? C'est-à-dire que on convoque, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'ai gagné pour l'instant, on convoque la personne qui est l'auteur des propos, et on s'intéresse à une seule question qui est l'imputabilité. Pas au fond de l'affaire, l'imputabilité. C'est quoi l'imputabilité ? C'est est-ce que vous êtes bien le propriétaire du compte Twitter ou du compte Facebook ? Est-ce que vous êtes bien l'auteur de cet article ? Est-ce que vous reconnaissez être l'auteur de cet article ? Oui, je suis bien l'auteur. Très bien. Et ça ne préjuge en rien de la culpabilité. C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut le dire. C'est que cette mise en examen ne préjuge. Sauf que dans l'esprit des gens, mise en examen, c'est le terme qu'on a inventé pour remplacer celui d'inculpation. Quand même, hein. Donc, pourquoi on l'a fait ? Parce que inculpation, ça a violé un peu la présomption d'innocence. Il y avait déjà l'idée de culpabilité dans le mot. Donc, on a utilisé... Mais pour beaucoup de gens, être mis en examen, c'est très grave. Parce que dans tous les autres contentieux, quand on est mis en examen, c'est qu'il y a des suspicions fortes. C'est qu'on s'est intéressé au fond du dossier. Pas dans le cas de la diffamation. Donc, il n'y a pas... Si on s'intéresse, que moi je suis allé plusieurs fois à la 17e chambre au palais de justice, donc celle qui 17e chambre qui s'occupe des délits de presse. Voilà, donc tout ce qui concerne la liberté d'expression, etc. À chaque fois qu'on va à une audience publique de la 6e chambre, on a des patrons de presse, l'AFP, France Télévisions, etc., qui ont leur nom cité, soit comme plaignants, soit, plus souvent, comme attaqués et mis en examen. Donc c'est le quotidien, en fait, d'un patron de presse que d'être mis en examen. Et quand Aberkan parle de la mise en examen du patron de l'AFP, il parle, en fait, d'une info qui a fait les titres de quel média, d'après vous ? François, évidemment. Avec la photo du directeur de l'AFP. Donc voilà où on en est. Oui, c'est un perlage de choses comme ça, déformées, des silences sur des choses qui pourraient être claires. Enfin bref, c'est profondément malhonnête. Oui, je sens que tu veux... parce que la malhonnêteté va encore plus loin, si tu veux. Donc je suis personnellement mis en cause par Aberkan, sur Radio Courtoisie, sur Sud Radio. Et alors Aberkan dit notamment que j'aurais dit, ou écrit, il dit les deux, que la charte de Munich des droits et devoirs des journalistes était, je cite, un document complotiste. Sauf que je ne le pense pas, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais écrit. J'ai même laissé entendre le contraire, parce que j'étais interrogé là-dessus par l'Express,
Et ce que je dis, c'est que c'est cité la charte de Munich par les complotistes. Et donc qu'ils la brandissent, mais qu'il ferait bien la lire, d'une part. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la charte de Munich, on se met nous-mêmes Conspiracy Watch depuis des années, dans la rubrique fac, sous l'empire des droits et devoirs de la charte de Munich. Ouais. C'est aberrant. J'ai jamais dit ni écrit que la charte de Munich était un document complotiste. C'est débile. Mais il le dit. On publie un article samedi montrant que c'est faux. Alors là, c'est factuel, quoi. Il suffit de... Et derrière, il refait à Berkane, après la publication de cet article, et après l'avoir lu, puisqu'il l'a posté entre-temps, un tweet pour dire que j'avais écrit que la charte de Munich était un document complotiste. Mais il revient dessus. C'est fou. C'est-à-dire que comment peut-on mentir aussi éhontément avec autant d'aplomb? C'est déconcertant, en fait. Oui. Voilà. C'est quelque chose de facile de mentir comme ça avec autant d'aplomb, et c'est très difficile de démontrer que c'est du mensonge. Je crois que j'ai démontré que c'est un mensonge quand même. C'est vérifiable. C'est beaucoup d'énergie pour. Mais en fait, si tu veux rendre fou quelqu'un, tu fais ça. Et je pense qu'ils sont dans cette démarche-là. Ils disent on va les rendre fous. Voilà, mais je pense qu'il faut. Bon, tu as bien fait de relever ces quelques points, mais je crois qu'il faut. Effectivement, on peut pas démonter par le menu toutes les narratifs qui sont développés, qui sont multiples. Mais je vais même te dire, nous, quand on a publié l'article samedi, d'abord, nous, on a un plan de charge dans la semaine, on s'attendait pas à ce que mardi, ça commence, etc. Mais entre mardi et samedi, il y a eu des heures et des heures de vidéos sur Internet qui ont été postées relatifs à cette pseudo-affaire. Des heures. Donc, comment on fait pour digérer tout ça, pour faire un travail correct de qu'est-ce qu'ils disent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et là, c'est vraiment l'application de la loi de Brandolini. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est quoi la loi de Brandolini? Vas-y Sébastien, peut-être dis-nous. Bon, la loi de Brandolini, c'est une loi, c'est pas une loi physique, très informelle. C'est un informaticien italien, je crois. Voilà, qui dit qu'en gros, ça prend beaucoup plus de temps de réparer les dégâts d'une fausse information que de produire cette fausse information. C'était le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà, ça prend beaucoup moins de temps à votre chat de faire tomber toute votre vaisselle par terre que de ramasser la vaisselle. Exactement. C'est un phénomène global, quoi. C'est un phénomène d'asymétrie, en fait, par rapport aux mensonges, aux fake news, aux théories du complot. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un coup d'avance. Mais j'irai même plus loin. Je pense que c'est une partie intrinsèque, en fait, du phénomène complotiste, où tout ce qu'on vient de discuter ici, vraiment cette idée d'enfiler les complots les uns dans les autres, de remettre une pièce dans la machine, fait partie du phénomène complotisme. C'est un truc qui est opportuniste, adaptatif, réactif. Dans mesure il faut qu'on en parle pour le réalimenter, pour pouvoir poursuivre. Évidemment, c'est ça le piège dans lequel on est un peu forcé de tomber, mais ça s'explique très simplement parce que le complotisme en tant que tel, il est relativement improductif. C'est pas quelque chose qui va conduire à la résolution et à la dénonciation de véritables complots. Et ça sert pas du tout à ça, en réalité. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de complotisme, parce qu'on aboutirait à dénoncer des complots, à inculper les conspirateurs, et on passerait à autre chose. Oui. Ça se passe pas du tout comme ça. Donc, ce qui suggère, en fait, que le complotisme est un autre type de phénomène qui a d'autres fonctions. C'est ce que j'appelle le caractère récursif du complotisme. En fait, toute théorie du complot, finalement, dans la mesure où elle peut pas aboutir, va immanquablement être réinjectée dans une autre théorie du complot, emboîtée dans une autre. Et toute dénonciation de complotisme, à mesure qu'on dit ça, c'est une théorie du complot, va être également réinjectée dans une théorie du complot. Je veux dire, l'affaire en cours, la pseudo-affaire, là, elle est absolument remarquable. En son cœur, c'est des gens qui se sentent disqualifiés parce qu'on les a traités de complotistes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, comment ça, on nous traite de complotistes? C'est un complot. C'est donc qu'il y a bien un complot contre nous. Ce qui est quand même assez particulier. Ce que j'ai pas dit, c'est la violence quand même. C'est-à-dire qu'on parle d'officine, de mafia, on crée une atmosphère de mystère autour de gens comme nous. C'est rigolo. On se donne de l'importance soi-même en exagérant en fait la malfaisance et la dangerosité de son adversaire. Là, on diabolise son adversaire de sorte à se valoriser soi-même. Regardez à qui j'ai affaire. C'est très valorisant en fait. Personnellement, c'est utile socialement aussi parce que les gens vont se dire celui-ci. C'est donc la preuve qu'il dérange. Et il dérange. On veut pas le laisser parler. Je vais me ranger à ses côtés. Donc c'est une fonction
encore une fois, improductive, on n'aboutit pas à élucider des complots, mais qui a d'autres avantages assez bizarres, hein, moi qui m'échappe toujours un peu, malgré le fait que je travaille sur la question depuis quelques années, je comprends toujours pas exactement à quoi ça peut servir, disons que sur la durée, mais bon voilà, ça occupe, ça fédère, on se réunit, on se donne de l'importance, et il se forment des espèces de mouvements, des mouvances qui peuvent se mobiliser, qui peuvent être extraordinairement dangereuses aussi. Mais c'est à ça qu'on a affaire. C'est pas à un souci particulier pour tel ou tel complot. Je pense qu'il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête. On n'a pas des gens qui sont véritablement inquiets sur la possibilité de complot. Ils sont dans autre chose. Ouais, je trouve que j'aime beaucoup cette idée. Enfin, on a vraiment la sensation que c'est un process qui est engagé, pas effectivement quelque chose avec un but final identifiable, clairement identifiable, et une fois qu'on a clos factuellement ce point-là, on passe à autre chose, comme tu le disais. Donc il y a un véritable process, et qui se voit d'ailleurs aussi dans le feuilletonnage que Azalbert a déjà présenté, hein, ça fait déjà plusieurs semaines, qui dit ça fait des mois qu'on enquête là-dessus, etc. Il a dit qu'il vient de sortir un premier article maintenant, il va en sortir un deuxième, peut-être sur Conspiracy Watch, on s'en fout, après il y aura un troisième, etc. Donc ça, c'est vraiment l'illustration de ce que tu dis, c'est plus un process que quelque chose de statique sur lequel on veut arriver au bout, hein, et une fois qu'on a terminé ça, on passe à autre chose. Non, c'est clairement ouvrir des portes infinies pour garder... Il y a un côté un peu genre série, encore une feuilletonnage, c'est de cliffhanger. C'est que... même quand ils ont terminé sur ce point-là, il y a toujours en suspens peut-être quelque chose encore derrière, ou le connexe qui va ralimenter. Ça me rappelle la série Lost, où on a à chaque fois la promesse d'une révélation qui va enfin tout élucider. C'est énervant. Hein. Et en réalité, jusqu'à la fin, non, on s'est tous fait rouler. Et je crois que c'est ça qui maintient effectivement cette tension. Oui, encore une fois, de ce process, c'est probablement l'armature, hein, de la captation de l'audience, hein, de ces influenceurs complotistes. Et ça marche terriblement bien, parce que nous, on n'a pas cet élément narratif pour capter l'audience en ligne. Quand Conspiracy Watch fait un article sur un sujet, il fait un article sur un sujet, puis voilà. Il peut y avoir des suivis pour des mises à jour, etc. Mais il n'y a pas de, comment dire, on ne lance pas de campagne de harcèlement ou dénigrement des gens. Et surtout, il n'y a pas de cliffhanger. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qu'il y a après cet article de Conspiracy Watch ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Alors que quand on entend effectivement Azalbert ou Aberkan, ils disent tous, on a des pépites, on a les billes, attention. On vous les donne pas tout de suite, mais on en a. Oui, c'est ça, attention à ce qui va arriver, parce qu'on en a. Et puis tu regardes 1 heure de vidéo, et puis tu dis, mais donc c'est quoi en fait ? Donc cette histoire va continuer à se délayer, clairement, ça ne va pas arrêter. Tout ce que j'espère, c'est qu'en chemin, cette une partie de l'audience hystérisée, qui est déjà captive, que certaines de certains de ces individus, pas au-delà. Ne bascule pas dans la violence, dans des actions pourquoi pas de violence, ou en tout cas de harcèlement, ou de menaces, ou de choses comme ça. Ce qu'on commence déjà... menaces, ça y est, ils ont on commence déjà à avoir ça, nous, sur nos empreintes sociales. Donc c'est ça qui m'inquiète plus. Sur ce process, sur la masse des gens, encore une fois, comme tu dis, improductif, sur une toute petite frange, il y a une probabilité, simplement avec la masse et le volume de vues, que ça atteigne des individus qui, eux, sont peut-être beaucoup plus violents, peuvent harceler ou menacer en ligne ou même ailleurs. Bref, on verra où est-ce que tout ça nous mène. La suite au prochain épisode, du coup. Ouais, j'espère que non. Alors, troisième sujet, c'est l'ex-député du Bas-Rhin, hein, Martine Vonner, qui est psychiatre de profession et qui a été suspendu le 25 novembre dernier par le Conseil de l'Ordre des médecins du Grand Est pour des propos sur les vaccins et le port des masques, et elle a été soutenue, hein, je vous le donne en mille, par Nicolas Dupont-Aignan, qui a dénoncé une cabale contre cette femme courageuse qui allait contre la pensée unique. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, Rudy, cette condamnation de Martine Vonner ? Est-ce que justement on peut la mettre en résonance avec pour l'instant, la non-condamnation de Christian Perron, voilà, comment tu vois les choses ? Alors, la condamnation, c'est une sanction. Ouais. C'est une sanction du Conseil de l'ordre départemental, enfin de la Chambre des médecins. Voilà. Et puis elle fait appel, je crois. Et puis elle va faire appel. Voilà. Et c'est une suspension d'1 an. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi seulement 1 an. Ouais.
Ce serait pas illégitime comme question. Mais bon, je crois pas qu'elle soit jugée sur toutes les théories du complot qu'elle a accompagnées, diffusées, amplifiées, partagées. Mais si elle devait être jugée là-dessus, serait compliqué. Non, voilà, Martine Vonner, elle a pour avocat Carlo Alberto Brusa, qui lui aussi était un acteur de cette mouvance covido-sceptique, complotiste, très clairement. Voilà, c'est assez déroutant, quoi. C'est quelqu'un qui tient pas des propos rationnels, Martine Vonner, quand même. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'on attend 2022. Ouais, ça prend du temps. Oui, en 2022, pour qu'elle soit un peu inquiétée sur le terrain du discours sanitaire qu'elle a pu pousser pendant 2 ans. Non, mais pas seulement sur les choses sanitaires, le vaccin. Elle expliquait que nos gouvernants, les gens qui décidaient de la politique sanitaire, des mesures, étaient des criminels contre l'humanité. Ouais. Et en face d'elle, il y avait des gens qui appelaient à rétablir la guillotine. Ouais. D'accord. Donc c'est ce genre de propos-là, quand même, aussi. Donc voilà, je pars. Tu avais reçu d'ailleurs un courrier. Ah oui, d'ailleurs. Lorsqu'elle était députée. Un courrier comminatoire en tête de l'Assemblée nationale, elle était encore députée, nous enjoignant de supprimer tout contenu. Alors c'est marrant pour des gens qui n'ont que le mot de liberté d'expression à la bouche, mais supprimer tout contenu la concernant sur notre site. Ouais. Et t'as pas donné suite. Non. Mais ce qui est quand même fou, encore une fois, c'est qu'elle ait eu l'impression qu'elle s'est sentie... Oui, ça va avec ta thèse de j'évalue mal la réalité, quoi. Oui. Comment est-ce qu'elle ne s'est pas dit elle évalue tellement mal la réalité que c'est quelqu'un, Martin Hodder, qui expliquait l'année dernière que Emmanuel Macron ne pourrait jamais se représenter. C'est quelqu'un qui a expliqué que la garde républicaine, dont elle pensait qu'ils assuraient sa sécurité, alors que non, il a une garde du corps éventuellement, Emmanuel Macron, mais c'est pas la garde républicaine qui assure sa sécurité, était en train de démissionner et ne voulait plus le protéger. Elle a sorti ça, même les gens qui l'écoutaient dans le live où elle a sorti ça étaient gênés, quoi. Visiblement. Donc oui, je pense qu'il y a une mésestimation. Grave de la réalité. Et alors, c'est pas sans rappeler non plus la sanction contre Alain Houpert, sénateur LR de la Côte d'Or, qui avait lui été interdit d'exercer la médecine de radiologie, notamment la radiologie, et il a été soutenu par le parti LR qui pour l'instant décide de laisser libre de leurs propos les sénateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça dit de LR selon vous? C'est inquiétant parce que c'est un parti républicain, dans le sens que c'est un parti de gouvernement LR quand même, qui a vocation, c'est une émanation de l'ex-UMP, etc. Bon. Donc c'est un parti qui a vocation à gouverner, mais qui là se met à la remorque du populisme covido-sceptique le plus... Il faut rappeler que Martine Vonner, tardivement, a été exclue de son groupe Alors, elle n'était pas LR, elle était... Non, elle est LREM, de ce que je veux dire. Alors elle était LREM, après elle était dans un autre groupe dont elle a encore été exclue, s'est retrouvée non inscrite, et puis pour la dernière présidentielle, elle a apporté son soutien à Jean Lassalle. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Elle est partie très loin, et aujourd'hui on la voit sur Radio Courtoisie. Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est que Martine Vonner, elle, a été exclue des LREM, alors que Houpert pas exclu de LR. Je veux dire que c'est pas la même, il n'y a pas le même traitement pour des profils qui sont franchement pas éloignés l'un de l'autre, parce que Houpert a franchement... Alors les gens qui vont écouter cette séquence vont dire c'est la preuve qu'ils sont macronistes, regardez, ils font la... Mais non, c'est factuellement, quoi. T'as raison. C'est têtu les faits, comme disait l'autre. Alors, deuxième partie de cette émission, Croivet, pourquoi la croyance n'est pas ce que l'on croit, de Sébastien Dieguez. On en a déjà un peu parlé dans la première partie, mais juste... quelle est la différence finalement entre une croyance et une croyance? C'est quoi une croyance? Alors, justement, toutes ces questions qu'on a abordées, ça soulève immanquablement toujours la même perplexité, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils y croient vraiment, quoi? Comment on peut croire des choses pareilles? Et donc, ces questions qu'on se pose assez naturellement, qu'on peut même se poser les uns les autres, mais tu y crois vraiment, ça? Elle suggère que il y a, à mon avis, une indécision, quoi, sur le statut qu'il faut accorder à ces théories, à ces histoires, à ces théories du complot. Qu'est-ce qu'elles représentent dans la tête des gens? Alors évidemment, on ne peut pas aller dans la tête des gens, ce qui est quand même un vieux fantasme des neurosciences, mais on ne peut pas encore. On est encore obligé d'interpréter avec ce qu'on a. Pardon. Et donc,
ce que j'essaye de faire, c'est de distinguer croyance et croyance, quoi. Donc, pour être bref, j'opère au passage une sorte de réhabilitation de l'idée de croyance, parce que généralement, une croyance est perçue comme quelque chose de mal. C'est pas bien de croire. Oui, vous dites que c'est spontané et c'est une recherche de vérité, quelque part. La croyance tend naturellement à traquer la vérité, parce qu'on croit généralement, c'est ça le job de la croyance, il s'agit de tenir quelque chose pour vrai. On croit que c'est vrai. Et on croit tout un tas de choses de façon qui n'est pas problématique à longueur de journée. Est-ce qu'il reste une bière dans le frigo ? À quelle heure part le bus ? Est-ce que c'est possible, oui ou non, de passer à travers un mur en béton ? Etc. Donc on a toutes sortes de croyances qu'on n'a pas besoin de prouver tout le temps, avec lesquelles on se débrouille très bien. Donc la croyance donne une carte de la réalité. Excuse-moi, je t'interromps, mais le mur en béton, c'est un savoir, c'est pas une croyance. On sait qu'on peut pas passer à travers un mur en béton. Si on se projette dessus, on le sait. Typiquement. Est-ce qu'on peut dire qu'on y croit ? Donc on rentre un peu dans le dur de l'épistémologie contemporaine, où effectivement ces questions sont assez débattues. Traditionnellement, au moins depuis Platon, une connaissance, c'est une croyance vraie. À partir du moment où une croyance est correcte, on ajoute généralement « est justifiée ». Et puis généralement on ajoute d'autres clauses. C'est une croyance qui se trouve être vraie, et pour lesquelles on a des bonnes justifications d'y adhérer, devient une connaissance. Mais une connaissance, à mon avis en tout cas, et c'est aussi l'avis de pas mal de philosophes qui travaillent sur la question, une connaissance ne cesse pas d'être une croyance. Une connaissance est toujours quelque chose qui est tenu pour vrai. Et donc dans ce sens-là, c'est pas que la croyance est morte, elle est devenue une connaissance. Donc elle est amendable, elle peut évoluer. Exactement. Comme les théories scientifiques, elles évoluent, elles intègrent davantage de données. Si elle peut pas changer, si elle ne peut pas être amendable, alors c'est pas une croyance, parce que c'est dans la nature d'une croyance et de la connaissance. Un dogme, c'est pas amendable, un dogme. Donc pourtant c'est une croyance, c'est ce qu'on appelle généralement une croyance. Eh ben non, moi je dis que c'est une croyance. Ah voilà, dans une doctrine, si elle n'est pas amendable, si elle est rigide, tenue comme telle, pour toutes, ça peut être une valeur, une opinion, on peut appeler ça d'autres manières. Moi je ne tiens pas spécialement à ce terme de croyance, je l'utilise dans un but qui est de réunir en fait beaucoup de propositions, que c'est pas moi qui ai inventé ça, tout seul, il y a beaucoup d'autres chercheurs et philosophes qui ont cherché à distinguer ce qu'était une croyance, en donnant un sens tout à fait banal et ordinaire à ce que c'est qu'une croyance. Et autre chose qu'on peut appeler assentiment, acceptation, acquiescence. On parle aussi de quasi-croyance, de simili-croyance, croyance réflexive, croyance virtuelle. Il y a des tonnes de termes qui ont été utilisés par beaucoup de chercheurs qui n'ont jamais pris la peine vraiment de se mettre d'accord. C'est un peu ce que j'essaye de faire dans ce livre, et donc d'isoler toutes ces choses qui ressemblent à des croyances, mais qui, en fait, à mon avis, sont autre chose et qui peuvent se faire passer pour des croyances. C'est-à-dire que, au bout du compte, nos valeurs, nos opinions, finalement, dans bien des cas, on n'y croit pas tant que ça, mais on peut se méprendre sur le fait qu'on y croit. On peut croire qu'on y croit. C'est un peu tordu, mais c'est ça que j'appelle la croyance. Et je pense que une bonne partie de ce qui relève de la désinformation, des théories du complot, des fake news, relève davantage de ce registre que de celui à strictement parler de la croyance. C'est-à-dire que ce n'est pas si important que ces choses-là soient vraies ou fausses, alors que c'est capital pour une croyance qu'elles soient vraies ou fausses, parce que ça compte pour vous, ça change votre vision de la réalité. Vous allez rater votre train si vous avez une fausse croyance. C'est aussi simple que ça, et donc vous allez rajuster. Si vous croyez qu'il y a une bière dans le frigo, mais qu'en fait il n'y en a pas, vous n'aurez pas de bière. Donc ça compte, c'est important. Une croyance, c'est pas grave si elle est fausse. Ça change rien, en fait. Alors, juste pardon, parce que je vois bien, mais ça en fait, justement, quand on a des gens qui, à partir de croyances erronées, sont prêts à risquer leur vie, parfois la perdent. Tu parles dans ton livre à la fois du cas de Mike Hughes, c'est ça, le type qui s'est, pour vous démontrer que la Terre était plate, il s'est lancé il s'est accroché à une sorte de fusée sur le dos. Fusée artisanale. Artisanale, oui, c'est un autodidacte complet. Et puis le parachute est resté au sol, il est monté à 500 mètres, il est retombé, il est mort. Et c'est un type qui avait une famille, grand-père, pour aller jusque-là, jusqu'au fanatisme, d'accord ? Il faut y croire quand même. C'est pas juste croire qu'on y croit. Ou alors c'est croire qu'on y croit, mais se laisser, mystifier par sa propre croyance. Alors,
ce cas particulier, moi je trouve pas très, très convaincant parce que, en fait, le prétexte de Mike Hughes, c'était d'avoir le financement nécessaire pour construire sa propre fusée. C'est un autodidacte. Donc il a fait un crowdfunding où il expliquait, surfant sur la mouvance à l'époque de l'enthousiasme pour la Terre plate, je vais prendre des photos à haute altitude pour prouver que la Terre est plate. Alors qu'en fait, à haute altitude, ça ne permettrait pas de trancher parce qu'on verrait juste la courbature de la Terre. Ouais. Peu importe, c'était le prétexte. En fait, Mike Hughes était un cascadeur, un enthousiaste pour la conquête spatiale par soi-même, en quelque sorte. Donc, cette histoire de Terre plate est tout à fait périphérique là-dedans. C'est simplement quelqu'un qui aimait prendre des risques et puis qui a fini par payer sa passion de sa vie. Mais à nouveau, on ne peut pas entrer dans le secret des âmes de l'âme des gens, on ne peut pas décider si les gens croient vraiment ou non. On a plusieurs exemples. On a les gens du Capitole qui montent à l'assaut du Capitole qui risquent leur vie. Il y a eu 4 morts parmi les émeutiers au Capitole. Donc, évidemment, on a dit il y a des QAnon parmi eux. Il n'y a pas que des QAnon d'ailleurs, mais juste des fascistes, des gens qui avaient toutes sortes de croyances dans la tête. Mais quand même, ce qui les soudait, c'était l'idée qu'on était en train de leur voler l'élection et que le vrai gagnant de l'élection était Donald Trump et pas Joe Biden. Donc, ils y vont. À la fin, il y a des morts. Donc, est-ce qu'on risque sa vie comme ça si c'est pas très ancré en soi, enfin si on n'y croit pas vraiment? Mais une croyance peut aussi être très ancrée en soi, et même beaucoup plus qu'une croyance ordinaire. Parce qu'une croyance ordinaire, généralement, est assez banale. Elle tend, on dit qu'elle est transparente, elle ne se présente pas comme une croyance. Si vous dites « il pleut », vous constatez qu'il pleut, pourriez préfacer ce genre d'assertion en disant « je crois qu'il pleut, je pense qu'il est vrai qu'il pleut ». Mais ce n'est pas nécessaire. Dans votre tête, c'est pareil. Vous n'avez pas en ce moment là l'idée que ce que vous avez devant vous, une table, etc., vous avez la croyance qu'on est aujourd'hui réunis ici. Donc une croyance, généralement, est juste une représentation de la réalité, somme toute assez fonctionnelle la plupart du temps. Des fois c'est faux, vous croyez que la porte était ouverte, mais en fait elle est fermée, donc vous ne pouvez pas passer. Donc vous révisez votre croyance, vous dites la porte finalement était fermée, il faut que je passe par ailleurs. C'est tout simple, ça marche comme ça, les croyances sur le plan du quotidien, on va dire. Et il n'y a rien de très émotionnel là-dedans. Quand une croyance, ce qu'on peut appeler, à mon avis, plutôt une croyance, devient très investi, très émotionnel, en fait, c'est presque déjà un peu suspect, Si c'est votre version de la réalité, vous n'avez pas à vous enthousiasmer particulièrement pour ça. C'est juste le monde tel que vous le percevez. Le fait que beaucoup de valeurs, de croyances, de dogmes, de doctrines soient passionnelles, qu'on les investisse, qu'elles fassent partie de notre personnalité, qu'elles définissent notre adhérence à certains groupes sociaux, à certaines manières de voir, les distingue vraiment beaucoup de ce que j'appelle les croyances factuelles et les croyances ordinaires. Ouais. Donc on peut toujours appeler ça des croyances. La plupart des gens appellent encore ça des croyances. Je ne vais pas arriver à convaincre qui que ce soit d'appeler ça des croyances. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de distinguer vraiment et de rappeler qu'on a toutes sortes de croyances qui, au fait, sont banales et communes et qui nous mettent d'accord, souvent. On croit tous plus ou moins les mêmes choses, simplement on ne considère pas que ces choses-là sont des croyances. Ce qu'on appelle des croyances, c'est les choses qui nous distinguent, les choses qui nous étonnent, les choses qui nous irritent, les choses qui nous énervent. Je cherche donc à réhabiliter les croyances ordinaires en les distinguant de choses qui, pour moi, tiennent d'un autre registre mental, on va dire, qui est plus proche de l'imagination que de la perception, par exemple. Alors, il y a juste une chose, c'est qu'il y a aussi, on a l'impression, en tout cas pour ces types de croyances, si on va employer ce terme-là, c'est que, comme tu dis, c'est une sorte de... c'est constitutif de l'individu, c'est existentiel, je dois croire à ça pour que le schéma que j'ai du monde tienne. Il y a un enjeu identitaire aussi, on dit qui on est. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a, si je remets en cause ça, je me remets entièrement en cause, en tant qu'identité. Oui, exactement. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est bizarre, parce que vous n'avez pas à décider ce qu'il faut croire ou pas croire.
plupart des épistémologues sont d'accord pour dire que la croyance, généralement, elle est involontaire. On ne peut pas se forcer à croire quelque chose. Ça n'a pas vraiment de sens, comme on le voit dans 1984, où je crois qu'O'Brien cherche à persuader Winston que 2 et 2 font 5. Et l'autre, il dit, j'essaye, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez? J'y arrive pas, j'ai pas ça en moi. Et il a raison, parce qu'on ne peut pas se forcer à croire quelque chose. Et on ne peut pas non plus simplement croire quelque chose, parce que c'est, pour ainsi dire, dans l'air du temps, ou ce qu'il faut croire, comme ça. On choisit d'adhérer à ces choses-là, on choisit de se les approprier. Et pour moi, c'est très différent d'une croyance, parce que justement, généralement, elles sont volontaires, généralement, elles ne traquent pas spécifiquement la vérité, se désintéressent plus ou moins de savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ce qui compte, c'est surtout ce qu'elles nous apportent, si elles sont utiles. Si elles permettent de nous sauver la peau aussi, des fois, il y a certains endroits où c'est très important de montrer qu'on croit à certaines choses, parce que si notre entourage se figure qu'on n'y croit pas vraiment, on peut passer un sale quart d'heure, quoi, en fait. Donc il y a aussi, on est parfois obligé de croire quelque chose. Et on peut mentir, on peut faire croire qu'on croit telle ou telle chose, on peut être hypocrite, mais généralement, la meilleure manière de se convaincre de quelque chose, c'est de se convaincre soi-même qu'on y croit. C'est ça que j'appelle la croyance. C'est quoi la différence entre la croyance et le bullshit, alors, du coup? Alors, j'en suis arrivé à sur lequel tu as travaillé aussi. Donc le bullshit, c'est des pseudo-assertions, c'est-à-dire c'est le fait de dire quelque chose sans se soucier de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Gros, baratiner, dire n'importe quoi, noyer le poisson, tourner autour du pot, la langue de bois. On peut considérer ça comme du bullshit dans ce sens-là. C'est pas vraiment des mensonges à proprement parler, c'est plutôt un désintérêt pour la vérité. Donc la question, c'est quand un bullshitter il dit des choses dont il se désintéresse du statut de vérité, est-ce qu'il y croit? Et je pense que ça n'a pas tellement de sens, parce que pour croire quelque chose, vous êtes obligé de penser que c'est vrai, sinon c'est pas vraiment une croyance. Et si vous pensez que c'est vrai, alors vous désintéressez pas de la vérité de quelque chose. Donc je propose la croyance comme étape psychologique qui est, qui est à la croyance ce que le bullshit est à l'assertion. On peut le dire comme ça d'un point de vue technique. D'accord. Par rapport justement à cette croyance, qu'est-ce qui crée le mouvement de l'individu vers ces croyances, selon vous, en termes finalement de mouvement à la fois intellectuel? Qu'est-ce qui conduit un individu à aller vers une croyance? Alors, est-ce que c'est une démarche sincère, ou est-ce que c'est juste un besoin? Oui, c'est très important. Je ne dis pas que la croyance est un mensonge, en fait. À la rigueur, c'est un mensonge à soi-même. On peut se méprendre. On peut se méprendre sur nos propres états mentaux. On déplaise à Descartes ou comme ça, mais on peut se tromper, quoi, en fait. Par exemple, vous pouvez croire que vous avez honte, mais en fait, vous n'avez pas vraiment honte. Vous pouvez croire que vous êtes heureux, mais en fait, vous n'êtes pas tellement. On peut se méprendre sur ses propres états psychologiques, sur ses états affectifs, et sur ses états épistémiques, et donc sur ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. Ça me paraît relativement peu controversé, quoi, que les gens puissent se tromper sur leur propre être et leur propre nature. Ensuite, comment on en arrive là? C'est la question assez compliquée, quoi, que j'essaye de détailler un peu vers la fin du livre. J'ai plusieurs pistes. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais il peut y avoir des bénéfices personnels, comme je l'ai dit, à se convaincre qu'on croit quelque chose, parce que ça nous donne une meilleure image de nous-mêmes, parce que ça nous fait faire partie d'une communauté aussi. Alors ça, c'est les avantages plutôt sociaux. Ça nous fait faire partie d'une communauté. Ça permet à la communauté de nous identifier. Certaines croyances, surtout les croyances particulièrement absurdes ou controversées, comme par exemple la Terre plate, je pense que personne ne croit véritablement que la Terre est plate. Je pense plutôt que l'affirmation que la Terre est plate devient un signal, si vous voulez, de sa propre marginalité, de sa propre subversion. Vous montrez que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de soutenir des idées particulièrement réprouvées par les élites, par les intellectuels, par les ronds de cuir. Donc ce serait juste une posture un peu punk, quoi. Oui. Alors punk et snob, mais il y a du snobisme chez les punks aussi. Donc c'est ça, oui. C'est pour quand je dis souvent que si tout le monde était complotiste,
complotisme n'aurait plus beaucoup d'intérêt. C'est important de se démarquer dans la masse comme quelqu'un d'éveillé parmi les moutons. Oui. S'il n'y a plus que des éveillés et zéro mouton, ça n'a plus d'intérêt. Ouais. J'aimerais que tu reviennes sur quelque chose, un passage télé, je crois que c'était sur la RTS il y a quelques années, en débat avec des gens qui défendaient les complotistes, et tu as dit... mais de toute façon, personne pense par soi-même. C'est un mythe d'estimer qu'on pense par soi-même, parce que ça revient très souvent, l'idée que faites vos propres recherches, pensez par vous-même, etc. De la part de gens qui, par ailleurs, sont lobotomisés. Et d'ailleurs, tu nous avais donné un texte dans Conspiracy Watch qu'on avait publié à l'époque pour développer là-dessus. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Évidemment, ça t'avait valu, je crois, une petite shitstorm quand même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as voulu dire en disant on ne peut pas penser par soi-même ? Alors, je suis très sérieux à ce propos-là, c'est que on ne peut pas penser par soi-même. Si quelqu'un prétend ou veut penser par lui-même, je ne peux pas l'en empêcher. Mais je ne peux pas l'empêcher non plus de se téléporter ou d'entrer en lévitation ou de devenir invisible. S'il veut essayer, il peut. Donc il peut essayer de penser par lui-même, mais comme pour la téléportation et la lévitation, à mon avis, il n'y arrivera pas parce que le concept de penser par soi-même, si on le prend véritablement au sérieux, s'essouffle assez rapidement. Hein. Si vous ne pensez pas par vous-même, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que quelqu'un d'autre pense à votre place, mais alors vous ne pensez pas. La pensée est censée être un mécanisme autonome. Si vous ne pensez pas par vous-même, vous ne pensez pas. Si vous pensez par vous-même, vous êtes privé de toute substance, de toute... Tu vois bien que derrière, il y a toute la tradition des Lumières, qui est les Lumières, c'est Kant, quoi. Hein. Ça fait réaouder, quoi. Ose savoir, donc pense par toi-même. Donc c'est valorisé depuis plus de 2 siècles dans la culture occidentale. L'idée que il faut, en gros, s'affranchir des dogmes, oser voir derrière le voile les apparences, etc. Donc c'est quoi la différence que tu fais Oui, donc il y a une valorisation de la pensée par soi-même que moi j'appelle penser tout court, quoi. En fait, voilà, en fait penser par soi-même, c'est penser. Le suffixe par soi-même est le truc douteux dans cette affaire. Si vous pensez quelque chose, généralement vous n'avez pas besoin d'ajouter par moi-même. Si je prends ce stylo, j'ai pas besoin de dire je prends ce stylo par moi-même. Je prends ce stylo, ça suffit. Je parle dans ce micro, je le fais bien sûr par moi-même, mais je n'ai pas besoin de le préciser. Si vous avez besoin de préciser que vous faites les choses par vous-même, c'est généralement pour vous valoriser d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vous avez fait un gâteau par vous-même. C'est moi qui l'ai fait. D'accord ? Donc vous êtes fiers, vous n'avez pas juste... Si vous aviez acheté un gâteau... C'est nous qui l'avons fait. Donc si vous avez besoin de préciser par vous-même, c'est pas... par rapport à l'action qui a été accomplie, c'est par rapport à celui qui l'a accompli. Donc c'est juste un moyen narcissique de se figurer être vaguement supérieur. Ou démagogique. Le gourou qui dit pensez par vous-même. Alors qu'il est en train de les gouroutiser, quoi. Et c'est absolument fabuleux d'avoir des gens qui vous encouragent comme ça à penser par vous-même, et donc qui vous ordonnent presque de penser par vous-même, comme des gens qui vous ordonnent d'être spontanés, qui vous disent d'être créatif à l'instant, etc. Donc c'est ce que les psychiatres dans les années 70 appelaient des injonctions paradoxales. Donc penser par vous-même, évidemment, c'est déjà un ordre qui nous intime précisément de ne pas penser par vous-même. Idéalement, l'idée de penser par soi-même devrait vous venir de vous-même. mais si tout vient de vous-même, ça veut dire que vous avez été probablement élevé avec des loups ou ostracisé de la société humaine, ou rien ne vous vient du témoignage d'autrui ou du témoignage de vos sens. Parce que ce que tu veux dire, c'est que penser, c'est être traversé par les pensées de plein d'autres personnes dont on est les contemporains ou qui nous ont précédés. Enfin, voilà, on n'a pas la science infuse, par définition. Quoi. L'immense majorité des choses que l'on sait et des choses que l'on croit nous provient témoignages d'autrui. Par des gens n'ont pas découvert par eux-mêmes que la Terre était ronde. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais juste, est-ce que ça dit quelque chose du panurgisme complotiste, c'est-à-dire le fait qu'on a des gens dont le mantra est de dire « pensez par vous-même, faites vos propres recherches », et qui, à l'arrivée, pensent tous et croient, en tout cas, ou croivent tous la même chose, avec assez peu d'imagination, comme tu l'avais écrit aussi dans nos colonnes.
C'est ça qui est à la fois amusant et un peu pathétique, quoi. C'est que pour des gens qui enfin, je veux dire, moi quand j'ai dit cette histoire que vous pouvez pas penser par vous-même, les gens se sont amplement moqués, mais quasiment tous avec le même message au même moment. Et ce truc-là ressurgit périodiquement sur les réseaux sociaux. Quelqu'un vient de découvrir qu'un type avait dit à la télé qu'on ne pouvait pas penser par soi-même. Donc ça te suit à vie. Et d'un seul coup, ça ressort périodiquement avec le type qui croit avoir découvert ça. Alors qu'on en a déjà parlé il y a 2 ou 3 ans. Comme ça. Donc à chaque fois, les gens Et c'est comme pour ces accusations contre Bill Gates ou Bill Gates qui parle du complotisme en général. Tout d'un coup, les gens se sentent visés. On va porter plainte. Ils parlent de nous. Ça, donc on a moi je dis, voilà, j'affirme, j'essaierai de défendre ça plus longuement peut-être dans un futur livre, qu'on peut pas penser par soi-même, mais je dis rien sur Raoult, sur la chloroquine, sur les vaccins, sur qui que ce soit. Je dis juste, vous pouvez pas penser par vous-même. Et pourtant on a des gens qui se sentent, comment ça, moi je peux penser par moi-même, pour qui il se prend celui-là, il veut m'empêcher de penser par moi-même. Mais j'ai pas l'ensemble de l'humanité qui m'a Ministère reproché de la vérité. Non, c'est que des gens qui se sentent visés en fait par l'idée qu'on puisse les priver en fait de leur autonomie épistémique, de leur capacité prodigieuse à accéder aux choses qu'on nous cache par eux-mêmes. Et c'est ceux-là qui s'amusent de ça et qui me reprochent ça. Une fois qu'on a compris à peu près ce que j'avais à dire, probablement, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ce que je dis, probablement on pense que ce que je dis est banal. Moi, je pense que c'est parfaitement trivial, ça n'a pas un très grand intérêt, si ce n'est que ça fait réagir à ce point-là, quoi. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui m'a donné à réfléchir. Je ne pensais pas que ça ferait... que ça heurterait en fait. Moi je veux pas blesser qui que ce soit, je veux pas être méchant avec les gens, mais les gens se sont sentis heurtés que j'ai dit ça. Donc ça je m'y attendais pas, et du coup ça m'intéresse. Je vais essayer de creuser un peu cet aspect-là. Et ben voilà, donc lisez Sébastien Dieguez, Croivet, Pourquoi la croyance n'est pas ce qu'on croit, c'est stimulant pour l'esprit. C'est la fin de cette émission, elle a été réalisée comme chaque semaine par Martin Béraud. Retrouvez Tristan et Rudy dans Complorama, je crois que vous allez bientôt vous intéresser à l'argent. C'est ça, oui, Tristan ? un gros sujet. Complotisme et argent, franchement, je crois qu'on a trouvé T'as trouvé un bon filon. On a trouvé un bon filon, Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Salut. Salut. Ciao.